Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir les modules Alfresco qui permettent de synchroniser des fichiers qui sont dans votre dépôt Alfresco et de les stocker, voilà, mais sous forme de vecteurs, donc de les vectoriser et de stocker dans Elasticsearch. Ces modules, comme je vous disais, ce n'est pas moi qui les ai développés. Il y a ce développeur, voilà, que vous voyez. C'est lui qui a développé ces modules. En tout cas, si je ne me trompe pas. Voilà, et voilà le dépôt Git. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser le lien que vous voyez, github.com, ainsi de suite, et vous allez retrouver ces modules. Vous pouvez les télécharger et tester. En réalité, vous avez déjà une interface au niveau de ce module, Alfresco AI UI. Voilà pour Alfresco AI Assistant User Interface. Voilà, donc vous allez avoir déjà une interface avec un assistant IA. Mais moi, j'avais un besoin, donc je l'ai adapté à mon besoin. Donc, je n'ai pas utilisé cette interface, ce module. Donc, moi, mon besoin, c'était quoi? C'était d'utiliser des modules avec MCP, donc le protocole, Model Context Protocol, parce que je voulais utiliser d'autres bases de données en plus de Elasticsearch Vector Store. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé Spring AI avec MCP pour connecter à une base de données vectorielle pgvector pour PostgreSQL. Alors, comme vous savez, avec Postgre, vous pouvez à la fois stocker des informations vectorisées et les autres formes, que ce soit en varchar, double, ainsi de suite. Voilà, mais pour ça, il faut, en tout cas, je pense, avoir l'extension PG Vector configurée. J'avais fait une documentation pour installer, configurer PG Vector au niveau de PostgreSQL pour les versions 17 et 18. Donc, j'avais fait une documentation sur Medium pour ça. Et je pense même sur YouTube aussi. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez voir, il y a pas mal de documentation en ligne aussi pour ça, dont je me suis inspiré. Mais même pour ça, j'avais rencontré des erreurs. Donc, j'ai rajouté un peu la solution que j'avais trouvée pour résoudre mon problème au niveau de l'installation de PG Vector. Voilà, mais sur un environnement Windows, parce que vous avez aussi les environnements Linux où vous pouvez faire l'installation. Donc là, on va revenir à ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer le fichier Docker, voilà, qui a été configuré par ce développeur. Est-ce qu'il est? Voilà. Okay. Donc, je reviens sur le fichier Docker. Voilà, je pense que ce fichier, vous pouvez l'avoir sur le lien, mais je vais rajouter au niveau de mon dépôt parce que j'ai fait des ajustements au niveau de certaines parties et en fonction des erreurs que j'ai rencontrées. Donc, vous allez avoir tous ces fichiers à, à mon niveau aussi, au niveau de mon dépôt. Donc là, en fait, ce que vous voyez, on a l'image Postgre, la version 14.4. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va d'abord lancer Postgre. Là, on va attendre qu'il soit prêt. Et on va stocker au niveau de Postgre Data ces fichiers.
Donc, c'est ce que vous voyez à gauche ici. Le répertoire data et PostgreData. Si je déroule, donc vous allez avoir tout ça qui va s'installer. On a le service ActiveMQ. Lui, c'est la version que j'ai utilisée. Lui, il va attendre que Postgre soit prêt avec ces variables qu'on a définies avec ces valeurs. Donc, on attend aussi que lui il soit prêt. Sinon, on essaye encore 5 fois et on va stocker les informations à ce niveau. On définit les ports et communications. On a le service transform core AIO. Alors après, je vais dire à peu près comment ces services vont communiquer. Donc là, c'est cette version que j'ai utilisée. On va définir, on a ces variables, là, plutôt qui sont là. Et pour ces variables, on leur donne ces valeurs. Et là, lui aussi va dépendre de ActiveMQ. Ensuite, Alfresco, c'est la version que moi j'ai utilisée. Là, il y avait disons, un problème que j'ai rencontré. Et je pense que dans mes recherches, au niveau de Alfresco, je pense même que je les avais écrits. Et quelque part, je pense qu'il y avait une erreur et il était conseillé de changer la version. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait la mise à jour là où j'avais pris ce fichier. Voilà, mais j'ai dû changer et j'ai pris la version 23.3.3. Voilà. Sinon, il y avait une autre version. En tout cas, si je ne me trompe pas. Et ça posait en fait un problème à mon niveau. Donc, chez moi, c'est ça qui marche. Donc là, on définit plutôt, voilà, et pour Java Tool Option, voilà, c'est ces valeurs. Voilà, donc, avec ces variables, voilà, on a ces variables et on a les valeurs qui sont données, ainsi de suite. Et là, on fait le test, on va essayer 3 fois, au cas où ça marche pas. Et lui, il va dépendre, il va attendre que Postgre soit prêt, ActiveMQ et le service transform core AIO. Et là où on va stocker aussi ces informations. ALF repo data. Donc, c'est ce que vous avez ici. Et là, on a Solar 6. Voilà, lui aussi, vous l'avez. C'est la version avec les variables et leurs valeurs. Lui, il attend que Alfresco soit prêt. Et lui, on a défini par contre ici un volume Solar Data. Il est un peu plus bas à mon niveau. Donc, lui, c'est tout pour lui. Et le service share, voilà, lui, c'est cette version que j'ai utilisée. Et lui, il va dépendre de Alfresco, de proxy. Et c'est tout, ce sont ces services. Donc là, comment ça va communiquer? En réalité, Postgre est la base, si vous voulez. En tout cas, ce que j'ai compris de comment, au niveau de Alfresco, ils ont mis tout ça en place. Voilà, parce que comme je vous dis, ce n'est pas moi qui ai développé cette partie. Voilà, si je reviens, où est-ce qu'il est déjà? Voilà. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai développé cette partie. Je l'ai pris et je l'ai adapté à mon besoin. Donc, je vais essayer de l'expliquer. Donc là, je vais revenir. Donc, en réalité, au début, Postgre, le service, quand il démarre, on a je dis ActiveMQ. On a Alfresco qui a besoin de Postgre pour écrire. Vous voyez, au niveau de Alfresco, comme ça, on va dire quoi, c'est une plateforme qui vous donne, qui vous permet de gérer vos documents, vos fichiers, mais vraiment avec beaucoup de modules. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc, c'est vraiment énorme. Donc là,
c'est plus qu'un simple gestionnaire de documents, si vous voulez. Donc, par exemple, quand vous allez créer des règles, créer des utilisateurs, voilà, ajouter des fichiers, les fichiers, tout ça, les dossiers, vous avez des métadonnées. Donc, ces informations vont être stockées au niveau de Postgre. Voilà, donc, c'est là-bas que Postgre et Alfresco va stocker ces informations. Donc, c'est pour ça Alfresco a besoin de Postgre. Maintenant, ActiveMQ va servir en fait à Alfresco pour la gestion d'événements, ou plutôt pour dire, quand je dis événements, je vais dire par exemple, lorsqu'il y a, imaginez une opération, vous voulez que Alfresco fasse une conversion, ce genre d'opération. Il y a, si vous avez imaginé plusieurs utilisateurs, plusieurs opérations qu'on demande en même temps, Alfresco met dans une file d'attente ActiveMQ, voilà, qui permet justement de, de prendre en charge cette file d'attente. Parce que là, Alfresco émet, il est le producer, voilà, si je prononce bien, et il y a des services qui vont euh, consommer. Donc, c'est ce à quoi ActiveMQ va, je vais dire, il va servir. Donc, il va permettre de gérer une file d'attente d'événements, en quelque sorte. Donc, ensuite, vous avez Transform Core. Alfresco appelle Transform Core AIO. Par exemple, si vous voulez convertir un Word en PDF ou inversement. Voilà, il y a bien d'autres opérations. Donc, ça, c'est pour prendre seulement un exemple. Donc là, bon, j'ai déjà parlé pas mal de Alfresco. On a Solar 6. Donc, Solar 6, en fait, est utilisé par Alfresco comme un service d'index. Voilà, quand vous faites une recherche. Voilà, donc, c'est le service qui va être utilisé, hein, le service d'indexation qui va être utilisé pour la recherche des documents. Donc, ici, le share, en réalité, lui, c'est l'interface UI, User Interface, hein, qui vous donne l'interface de Alfresco. Parce que Alfresco, derrière, vous avez les dépôts, ainsi de suite. Voilà, mais le share, c'est lui qui vous donne l'interface utilisateur de Alfresco. Donc, c'est pour ça, vous voyez, il dépend de Alfresco. Là, le proxy, lui, c'est la porte d'entrée. Au niveau de Alfresco, comme je vous disais, vous avez plusieurs modules. Vous avez, par exemple, Prometheus. Et Prometheus, si je ne me trompe pas, pour les métriques et consorts. Donc, il y a pas mal de modules. C'est pour cela, vous voyez, ce proxy a été configuré pour désactiver Prometheus et d'autres services. Donc, on va simplifier en fait l'installation de sorte que ce proxy se focalise que sur le share. C'est-à-dire, on ne va pas avoir besoin de Prometheus et d'autres services de Alfresco parce que vous avez d'autres services que vous pouvez utiliser. Donc, c'est vraiment énorme. Mais là, on a juste besoin, voilà, du service share, voilà, qui nous donne l'interface UI. Donc, on passe par ce proxy pour accéder au service share et le service share nous donne accès à Alfresco derrière. Donc, c'est un peu ça c'est un peu comme ça, voilà, que ça va communiquer. Voilà, mais il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire avec. Donc là, je vais aller sur les modules. Où est-ce qu'ils sont déjà? Je reviens plutôt sur l'architecture. Donc, en fait, c'est ce qui nous permet
d'avoir cette partie, c'est-à-dire Alfresco, le fichier. Et comme vous savez, si je reviens là, si vous voulez le lancer, Docker Compose App, et c'est bon, il est démarré. Là, j'ai arrêté en fait parce que euh, on va dire, j'ai un problème de ressources. Voilà, donc, et vous allez comprendre même un peu plus tard pourquoi. Donc, vraiment, ça demande un peu plus de ressources, par exemple, de mémoire RAM. Donc, j'ai arrêté pour le moment. Donc là, je vais revenir. Oups, voilà. Donc, on est ici. Donc, en fait, quand vous avez démarré, voilà, donc c'est l'ordre, en fait. Vous démarrez d'abord avec Docker Compose App. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur la page Alfresco. Je l'ai arrêté, je pense. Voilà, ici, localhost share page. Donc, vous arrêtez à share page. Vous avez tout ça dans la documentation, même si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et vous mettez admin ici. Et c'est bon, vous allez avoir accès à votre page Alfresco. Donc ça, c'est pour cette partie. Maintenant, le module de synchronisation, comment lui, il va fonctionner? Vous voyez, Alfresco, une fois démarré et tout ça, s'il y a des événements, imaginez, vous avez créé des dossiers, des fichiers. Donc, tout ça, ce sont des événements qui sont, je vais dire, je vais pas dire logués, mais vraiment, ce sont des événements qui sont pris en compte et on peut avoir accès à ça. Donc, le module de synchronisation, vous allez voir plus tard que il va aller, hein, il a besoin de voir est-ce qu'il n'y a pas des événements de Alfresco qu'il doit prendre et gérer. Comme vous savez, Alfresco fonctionne en termes de nœuds. Donc, si vous voulez, si vous prenez Alfresco, vous prenez un nœud, imaginez un nœud comme un répertoire. Le contenu, c'est des fichiers et des sous-répertoires avec des fichiers encore. Voilà, donc, vous avez des nœuds. Imaginez, on a fait une modification, hein, du nœud. Le nœud vient, par exemple, d'être créé. Le nœud a été supprimé. Donc, tout ça, c'est des événements. Donc, maintenant, nous allons voir le module Alfresco AI5. Comme vous voyez, c'est le module de synchronisation. Et hein, le développeur, il a utilisé du multithread. Franchement, c'est très intéressant. J'ai pris les modules et j'ai essayé de comprendre et d'adapter, hein, selon mon besoin. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai compris et vraiment me cantonner pour ne pas aller dans tous les sens au tutoriel. Parce qu'il y a pas mal de choses. Si vous voulez, plus tard, vous pouvez, de votre côté, euh, approfondir. Donc là, le module, au début, vous avez cette classe. Voilà, c'est la classe qui va permettre de commencer. Là, on définit les variables. On a ici combien de processus, quand je dis processus, pardon, de thread. Voilà, si vous prenez un thread comme, imaginez, vous voulez faire un travail. Maintenant, pour faire un travail, euh, si vous êtes seul, vous allez faire, vous êtes la personne qui fait le travail. Donc, vous êtes hein, le thread. Maintenant, au niveau de Java, vous pouvez avoir ce qu'on appelle task en anglais, sinon tâche. Donc, la tâche, c'est le travail à faire. Mais vous êtes seul, donc vous allez faire ce travail. Mais imaginez, si vous êtes 10, donc vous êtes 10 personnes. Voilà, donc on va dire 10 threads. Donc vous séparez et
chacun va faire le travail. Donc, imaginez, vous avez 10 fichiers à traiter. Si vous êtes seul, ben, vous allez être seul à traiter. Ben, si vous êtes 10, ben, chacun prend une feuille et il effectue le travail. Donc, le thread, ça peut être comme celui qui fait l'action. Donc là, on a utilisé cette variable. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est adapté au niveau du multi-thread. Quand vous voulez faire un traitement parallèle, c'est ce qui est vraiment adapté. Pourquoi? Parce que c'est un type atomique booléen. Lorsque vous l'utilisez, imaginez cette variable au moment où il y a un processus, voilà, parce que si vous êtes 10 processus, votre ordinateur a séparé en 10 processus. Il y a un processus qui veut lire la valeur que vous voyez. Mais avant, je vais venir, vous allez voir où est-ce que ça a été défini. Donc, on a configuration qui permet de créer des bins. Donc, ça va permettre au démarrage de l'application de dire à Spring que on va dire, on a initialisé. Voilà, on va demander à Spring de prendre en compte parce que vous voyez ça, c'est un type qu'on a créé et on l'a initialisé. Ici, vous voyez, atomique booléen, on l'a initialisé à false. Donc, par défaut, dès que ça démarre, voilà la valeur que ça va prendre. Et lui aussi, voilà la valeur que ça va prendre. Donc, dans la configuration de Spring, n'importe où dans l'application, c'est ces valeurs que vous allez avoir. Ici, il est à false. Et lui, voilà sa valeur. Donc, si je reviens, donc là, si vous avez 10 processus, imaginez qu'il y a un processus qui lit et il y a un autre processus qui veut modifier. Donc, il faut que l'opération soit atomique. Voilà. Donc, tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, bon, c'est du multitâche. Donc, on ne veut pas avoir d'incohérence. Donc, c'est pour ça on veut que on utilise surtout des types adaptés pour les opérations atomiques. Là, on définit en fait une liste d'attente d'événements. Voilà, qui va prendre des événements pour les types de Alfresco. Parce que Alfresco, et comme je disais, on travaille énormément en termes de nœuds. Un nœud a un identifiant, a d'autres informations. Et si je développe, vous avez l'identifiant, on prend encore, dans le nœud, vous avez un fichier est considéré comme un nœud, un, un document. Le document, c'est un nœud. Donc, Alfresco, on raisonne en termes de nœud. Donc, c'est surtout pour ça. Et au niveau d'un nœud, il y a l'événement, le nœud a été créé, le nœud a été modifié, le nœud a été supprimé, et ainsi de suite. Il y a les métadonnées du nœud. Donc, vous avez tout ça. Donc, si je reviens, donc là, en fait, c'est une file d'attente d'événements de Alfresco. Donc, c'est ce qu'on a défini ici. Et Blocking Queue vous permet de définir justement une file d'attente thread safe. Voilà, ça veut dire ces événements, on les, on va c'est des files d'attente, on les exécute. Quand je dis exécuter, pardon, je veux dire, c'est des événements qui vont être exécutés dans, dans du multitâche. Donc, vous allez voir un peu plus pourquoi. Là, on a Alfresco AI client. Bon, lui,
c'est plus, si je descends un peu plus bas, bon, lui, vous allez voir ces variables, hein, vous les avez au niveau de property. Donc, je vais revenir sur les parties hein, qui vont nous intéresser. Donc là, par exemple, vous avez get5 folder. Get5 folder, ici, ça nous retourne la liste. On nous dit les identifiants qui ont été voilà, marqués pour la synchronisation. En réalité, c'est une requête que vous faites. Et là, bon, vous voyez AFTS, Alfresco Full Text Search, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ça va aller chercher. C'est une requête qu'on crée. Voilà, on crée d'abord la requête, une requête préparée en quelque sorte, qui ont le type, l'aspect qui correspond à cette valeur. Et là, on dit CM folder. Donc, CM folder, c'est pour les nœuds. Au niveau des Alfresco, si vous voulez considérer le nœud, imaginez que c'est un espace, un répertoire. Et le contenu, ça va être CM content, ça va être les fichiers. Bon, pour Alfresco, on va dire CM content. Donc ici, on prépare la requête, on l'envoie ici et on fait un post, si je ne me trompe pas, et on récupère, on va filtrer, on va récupérer les identifiants des nœuds. Voilà, map, result node, get ID, et on fait une collection. On retourne voilà, la liste des identifiants. Donc ça, c'est par exemple ce à quoi va servir cette variable que vous voyez. Donc là, le content handler. Donc, si je viens dedans, lui aussi, il y a pas mal de choses dedans. Voilà, donc, je vais revenir. OK. Donc, au démarrage de l'application, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie qui s'exécute. Donc, en réalité, vous avez perform initial 5. Voilà, perform initial 5. Alors, on voit, il va appeler le service qui permet de faire la synchronisation avec un agent. Quand je dis agent, pardon, avec un service IA. Donc, regardons. On dit, OK, tu appelles get folder to sync. Et qu'est-ce que lui il fait? Lui, on va préparer, déjà, on va préparer une requête. On va lui dire, récupère les nœuds, ou si vous voulez les répertoires, qui ont la valeur aspect. Ça. Je vais aller sur, vous allez voir donc ça. Vous pouvez voir à quoi ça correspond. Vous partez dans application.property et il est quelque part là, c'est, voilà, CM updated. Donc, si je reviens, c'est quoi? AI5, c'est point aspect. Est-ce que j'ai pas, ah non, c'est pas ça. C'est A5, où est-ce qu'il est? Voilà, voilà. Donc, c'est ça. CM syndication plutôt. Là où je m'étais trompé. Parce que c'est Alfresco AI5.aspect. Donc, c'est CM syndication. Voilà. Donc, je reviens là. Voilà. Donc, ici, ça va être les nœuds qui ont la valeur CM syndication. Parce que ça a été défini au niveau de application.property. Donc, ça, c'est la requête qu'on prépare. Et on dit point include. On a inclus ça. Pourquoi? Parce que de base, Alfresco va vous renvoyer une réponse avec des informations, mais vous pouvez avoir plus d'informations. Quand je dis plus d'informations,
il faut rajouter par exemple la clé properties pour lui dire, en plus de ça, je veux que tu rajoutes point include les autres informations les propriétés, qui sont les propriétés. Donc, les propriétés, ça peut être CM syndication, CM updated, ainsi de suite. Voilà, donc, c'est pour cela, on lui dit inclut aussi les propriétés dans cette requête préparée, parce qu'on a besoin de ça. Ensuite, on va venir ici, on a la requête préparée, on envoie la requête, on récupère voilà les nœuds. Une fois qu'on a les nœuds, on a cette partie, mais avant, on va faire un autre filtre. Là, ici, on veut filtrer en se basant sur CM modified, mais sur le plus récent. Voilà, donc ce qui vient sur le plus récent, ce qui vient d'être modifié. Donc ça, c'est le filtre. On veut le plus récent. Voilà, donc on dit sending false. Donc, ça va prendre le plus récent en se basant sur quoi? Sur CM modify. Alors, mais ça, c'est un filtre préparé. Donc, on n'a pas encore utilisé en tant que tel. Maintenant, comme on avait récupéré les nœuds, donc on va prendre pour chaque nœud. Donc, on prend un nœud, ou si vous voulez le répertoire, on prépare une requête. Ici, ce qu'on va avoir, c'est quoi? Il va aller chercher en mettant l'identifiant du nœud. Il va nous chercher les fichiers CM content et même au niveau des, s'il y a comment on dit, un sous-document, voilà, il nous retrouve aussi les fichiers. Donc, ça, c'est CM content. Donc, dans ce répertoire, voilà, dans ce nœud, l'identifiant que vous voyez ici, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère, moi, le contenu. Mais je ne veux pas du répertoire. Je veux des fichiers. Voilà, mais bon, ici, les fichiers, on va les appeler des documents, si vous voulez. Voilà, et c'est CM Content. Donc, c'est là on applique le filtre. Parce qu'au niveau de chaque document ou fichier, on a CM Modify. Quand est-ce que ça a été modifié? Et là, il va nous retourner aussi. On veut qu'il nous retourne avec les propriétés comme CM Modified, CM Updated. Donc, ça, c'est la requête préparée. Donc, pour chaque nœud, on a préparé cette requête. Et là, on prend le nœud, on va récupérer les documents. Et comme on veut ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut une liste, si on remonte plus haut, la liste des documents qui ont besoin d'être synchronisés en se basant sur la modification la plus récente à la du document. Donc, le nœud que j'ai récupéré, ici, comme c'est par nœud, j'avais récupéré la liste des nœuds ou bien des répertoires. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai récupéré les... Imaginez qu'on ait 10 répertoires ici. Donc, je prends le premier répertoire. C'est son identifiant. J'ai récupéré son contenu ici. Imaginez qu'on avait 5 fichiers dans ce répertoire. Donc, je vais vérifier. OK, il n'est pas vide. Qu'est-ce que je dis? Je viens ici, je fais une comparaison. Donc, je dis ce répertoire, est-ce que il a été
modifier, voilà, avant le, le fichier. Voilà, donc, ce qu'il va faire, imaginez que dans ce répertoire, les fichiers que j'avais récupérés ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans cette liste, je l'avais dit, selon le filtre, de me récupérer le fichier qui a été modifié récemment. Voilà. En fait, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a eu une modification dans ce répertoire. Mais comme ce répertoire contient des fichiers, donc, je vais chercher surtout le fichier qui vient d'être modifié, voilà, le plus récemment. Donc ici, la comparaison, ça va être au niveau de les fichiers qui viennent d'être récupérés récemment. Je prends le premier, donc ça va être le plus récent. Et je prends sa date de modification. Maintenant, je vais faire une comparaison avec la date à laquelle mon nœud ou bien mon répertoire a été modifié. Donc, si mon répertoire a été modifié avant le fichier, imaginez que mon répertoire a été modifié, disons, le 28 mars, et mon fichier a été modifié le 29 mars. Donc, cette partie est vérifiée. Donc, on va stocker l'identifiant de ce répertoire. Donc, c'est comme ça, ça va fonctionner. Donc, si vous voulez, là, je récupère, bon, j'ai préparé la requête, je récupère mes répertoires. Oups. Voilà, ça va être planté. Je reviens plus bas. Je prépare encore une requête. Et maintenant, pour chaque répertoire, je vais voir est-ce que dans ce répertoire, je récupère le contenu de ce répertoire. Voilà, avec CM Content. Je les stocke ici. Et maintenant, je vais dire, OK, est-ce que mon répertoire qui a été, voilà, avec cette ligne, voilà, je récupère sa date de modification, voilà, qui avait été modifiée hier. Je fais la vérification ici. Est-ce que il est avant la date de modification du fichier qui a été modifié le plus récemment possible? Voilà. Mais ce fichier est dans le même répertoire. Donc, c'est une comparaison, en fait, on fait. Alors, pour voir est-ce qu'il y a eu une modification. S'il y a eu une modification, on a besoin de synchroniser ce répertoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le répertoire en lui-même qu'on va synchroniser, mais, ou plutôt, si vous voulez, si, voilà, c'est le répertoire. Voilà, c'est le répertoire qu'on va synchroniser, puisque après la synchronisation, on effectue une mise à jour de CM Modified. On va faire une mise à jour de la synchronisation. Donc, effectivement, c'est le répertoire qui a besoin d'être synchronisé. Mais quand j'ai dit précisément, c'est le contenu. Voilà. Donc, une fois qu'un répertoire a été mis à jour, a été synchronisé, on effectue une mise à jour de sa valeur. Voilà. Donc, si la valeur de, comment on dit, la valeur de mise à jour, imaginez, on a mis à jour, voilà, donc, le répertoire hier. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que le fichier qu'on a modifié, lui, sa date, ça vient après la date de la synchronisation. Donc, ce fichier ne fait pas partie de la synchronisation parce que on a effectué la vérification ici. Voilà pourquoi, parce que on a fait une mise à jour. Imaginez, on avait 4 fichiers. On l'a mis à jour hier. Aujourd'hui, il y a un des fichiers qu'on a modifié. Donc, sa date de modification vient
je vais dire, la date de mise à jour vient avant la date de mise à jour, la date de mise à jour, pardon, de synchronisation vient avant la date de modification du fichier. Voilà, ça veut dire que on doit mettre à jour. Voilà, donc, pour dire simplement, vous avez une comparaison des dates. Voilà, on synchronise le répertoire, on met à jour. Ensuite, on vérifie est-ce que le contenu, voilà, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Parce que si j'ai mis à jour hier, demain, je modifie le contenu du fichier, et pardon, du document. Donc, je vais devoir synchroniser à nouveau. Pourquoi? Parce que la date de synchronisation vient avant. Donc, il faut faire une mise à jour. Sinon, la modification que j'ai faite dans mon répertoire n'est pas prise en compte. Donc, ce module, vraiment, c'est ce que ça va faire. Et ça va vous retourner justement les nœuds. Et pardon, quand j'ai dit les nœuds, ça va vous retourner les identifiants et d'autres informations des nœuds qui ont besoin d'être mis à jour. Donc, c'est ce à quoi ça va servir. Donc, ça, c'est pour cela que vous allez avoir ici la liste des, de ces dossiers, ou plutôt de nœuds. Donc, quand vous prenez le nœud, vous le passez maintenant à cette fonction. Là, vous voyez processed count est de type atomic integer. Atomic integer aussi est très adapté pour les, comment on appelle, quand vous voulez faire du multithread. Donc, on va venir et vous allez voir pourquoi. Là, vous voyez, on a mis un log et on a dit get. C'est pour avoir la valeur du process count. On va rentrer dans synchronize. Ici, une fois qu'on a récupéré la liste des identifiants des nœuds à mettre à jour, on vient ici. Donc, on parcourt cette liste et on va passer chaque nœud. Donc, on passe un nœud ici. On effectue l'opération que vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a la définition, on a un filtre, guest sort definition, voilà, on crée en fait, si on vient ici, là, on a un filtre, et vous voyez, ici aussi, il va filtrer, on remonte, donc je vais aller là. Donc là, je vais récupérer la liste des documents du nœud. Voilà, donc n'oubliez pas, quand je dis document, je vais dire fichier, par exemple, mais pour un nœud. Et un nœud, ça va être, imaginez, un répertoire. Donc là, j'ai le nœud, je veux ces fichiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe encore ici, j'effectue la recherche. Ici, je vais faire la requête et je vais appeler ça. Voilà, donc ici, est-ce que ça va s'afficher? Je vais revenir. Voilà. Donc, en fait, ici, et vous voyez, on a défini static final. C'est juste pour dire, on veut que ce soit dans la mémoire une seule fois. On ne veut pas avoir des copies en fonction de là où on va utiliser. Voilà, donc final, la valeur ne va pas changer. Donc, c'est bon déjà pour ne pas occuper la mémoire. Donc, ça va être réservé qu'une seule fois.
et final, la valeur ne va pas évoluer, ça va pas changer quelque part au cours du développement dans l'application. Voilà, cette valeur ne va pas changer. Donc, path query template, donc c'est statique et c'est final. Donc, si vous voulez ici, ce que vous voyez, le modulo S, lui, il va prendre par exemple l'identifiant du nœud ou bien si vous voulez, hein, du répertoire. Donc, et type content, les fichiers et qui ont and CM modified euh, modulo S. Alors, modulo S, donc imaginez une date, un timestamp, tout étoile à la date d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc space store modulo S, vous pouvez le remplacer avec l'identifiant du répertoire. Donc il va filtrer pour ce répertoire ou bien ce nœud. Il va aller chercher les fichiers. Voilà, donc ce n'est pas des dossiers. Donc il va récupérer les fichiers et selon un CM modified avec un timestamp, le module S, vous le remplacez par une valeur. Donc, c'est ce que fait, en fait, on va dire, cette partie. Voilà. Mais ça, c'est un template et on l'utilise simplement ici. Et si je reviens, en réalité, le, le folder ID, lui, il va venir dans modulo S et le dernier module S que vous voyez au niveau de and CM modified, lui, il va prendre folder.updatedBits.format. Voilà, donc, ce sont ces valeurs que ces deux modules S vont prendre. Donc, une fois que vous avez préparé la requête, vous allez rechercher, ça va vous retourner les, les fichiers. Voilà, ça va vous retourner les fichiers pour ce nœud. Voilà, parce que n'oubliez pas ici, voilà, ça va vous retourner les fichiers pour ce nœud. Et ce nœud, c'est le folder et c'est son identifiant. Parce que n'oubliez pas que on a passé une liste on est en train de parcourir une liste de, de nœuds. Et dans chaque nœud, vous avez des fichiers. Voilà. Mais bon, al fresco, on va dire le nœud, imaginez que c'est un document. Voilà. Et le fichier, et voilà, lui aussi, vous pouvez le considérer comme un nœud. Voilà. Mais en termes d'organisation, ici, imaginez que c'est un document on a passé. Voilà. Mais bon, juste son identifiant et d'autres informations, je peux venir dans ce type, vous allez voir. Voilà, c'est un type record. Voilà, donc ça, il va contenir l'identifiant du document et la date à laquelle il a été mis à jour, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce à quoi il va servir. Donc si je reviens, où est-ce qu'il est déjà? Voilà. Donc pour ce répertoire, avec cette requête, on va récupérer les fichiers qui sont dans ce nœud. Donc une fois qu'on a ces informations, vous voyez ici, on les récupère. Voilà, on les met, on a une liste. GetBody, la réponse, GetList et les entrées. On va passer ces fichiers, entries, on les passe ici. Et on vient là. Donc là, ici, c'est du multi-thread. Là, on a utilisé parallel stream. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend la liste. Mais en réalité, on dit parallel stream. Il va découper cette partie, ou si vous voulez, la tâche en plusieurs threads. Donc, vous allez avoir, en réalité, vous avez votre liste. Imaginez, vous avez 50 fichiers à traiter. Il va
partager la tâche à plusieurs processus et pour chaque processus, il prend un fichier et il effectue ça, cette opération. Maintenant, process count était de type atomic integer. Pourquoi? Parce que il est vraiment adapté pour justement le multitâche ou bien le traitement parallèle. Parce que là, imaginez, vous avez 10 processus, chacun va traiter, je ne sais pas, bon voilà, imaginez chacun a pris un fichier pour le traiter. Et chacun va vouloir, imaginez, il y a un processus, quand on dit increment and get, si process count était 0, on l'incrémente à 0, et qu'est-ce que je raconte? On l'incrémente à 1, et on récupère la valeur. Voilà. Donc, imaginez, un processus est en train d'incrémenter. Il y a un deuxième processus qui veut incrémenter aussi. Parce que c'est du traitement parallèle. Voilà. On ne le voit pas comme ça, voilà. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, imaginez les deux processus, quelque part, il peut y avoir un conflit. Imaginez qu'il y ait un troisième processus qui veut récupérer la valeur. Mais pendant que lui, il veut récupérer, il y a un qui est en train d'incrémenter. Il y a un autre peut-être aussi qui veut récupérer. Donc, ça ne sera pas vraiment atomique. Voilà. Si on utilisait des types comme int, donc, bon, c'est pas très adapté. C'est pour cela qu'on utilise les types qui sont adaptés pour les opérations atomiques. Ça veut dire tout ou rien. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour cela qu'on a utilisé. Voilà, vous voyez, atomic integer. Voilà. Sinon, vous pouvez tester avec int, mais bon, ce n'est pas vraiment adapté. Ça peut causer des problèmes. Donc, on utilise les données de type atomique. Donc là, plusieurs processus vont prendre en réalité votre liste et effectuer le travail. Donc, si on rentre en détail dans Process Document, un processus va prendre ces valeurs pour chercher le contenu voilà, du fichier. Voilà. Donc, le processus, une fois qu'il a récupéré le contenu du fichier, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il le récupère avec ça, get node content. Il le récupère en input stream. Il va le passer à upload document. Donc, upload document, lui, il va appeler le service tweet upload request. Et lui, c'est quoi en réalité? Il va effectuer un post, HTTP post, et il va appeler cette URL. Vous voyez Alfresco AI base URL. Si je viens dans le fichier de property, où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. Oups, voilà. Donc, vous voyez Alfresco AI base URL. Donc, c'est ça qu'il va appeler. Mais lui, il correspond, en fait, c'est le module RAG. Voilà. On va aller après dans le module RAG. Donc, c'est comme ça, le module de synchronisation va appeler le module qui prend on va dire, le contenu d'un fichier, le vectorise et le stocke. Voilà. Mais ça, c'est le module RAG qui le fait. Donc, le module de synchronisation, voilà comment ça va se passer. Et donc, si je reviens, voilà. Et il va appeler quel endpoint? Endpoint document. Donc, si vous voulez, je vous montre tout de suite le module RAG. Le voilà. Si je viens au niveau du contrôleur d'ingestion, on remonte. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il va appeler.
c'est un post mapping. Et vous voyez en paramètre ce qu'il va prendre. Si je bascule, on a quoi? L'identifiant, on a le document, le fichier, le nom et voilà le contenu. Je vais revenir dans notre module de synchronisation. Voilà. Et à la fin, le, le contenu du fichier qui est un type input stream. Donc, c'est comme ça va se passer. Donc, et vous voyez, c'est du multi-thread qui a été utilisé. Et quand on revient ici, le log qui permet d'avoir processed count. Donc, vous voyez pourquoi on a utilisé atomic integer. Là, vous avez atomic boolean. Ça, je ne me rappelle plus trop où est-ce que ça a été utilisé. Voilà, c'est ici, ça a été utilisé. Donc, initialement, quand le module de synchronisation commence, c'est cette opération. Mais après, imaginez cette opération, c'est passé, c'est fini. On veut voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres traitements? C'est là que intervient Process Queued Events. Donc là, qu'est-ce que lui va faire? Lui va voir, est-ce qu'il n'y a pas des événements qui ont été en quelque sorte archivés, stockés? Voilà, parce que, comme je vous disais ici, vous avez une liste d'événements de Alfresco. Précisément, imaginez, on a des nœuds qui ont été créés, mis à jour, on vient de rajouter un fichier dans un nœud, ainsi de suite. Donc, lui, il va contenir ça. Donc, c'est pour cela, on va vérifier, est-ce que dans la file d'attente des événements, il n'y a pas des opérations à prendre en compte. Puisque si jamais il y a un répertoire qui a été modifié ou un fichier qui vient d'être ajouté, on veut voir est-ce qu'on ne doit pas le synchroniser. Donc, on va prendre cette liste. On va définir, on va dire, on veut dire, c'est quoi déjà? Parallel thread, si je reviens. Voilà, il correspond. On va répartir dans application property. Il est où déjà? Voilà, donc c'est ici. Donc, on va, voilà, on veut 10. Oups. Voilà, donc là, on définit l'exécuteur. On va prendre, on va définir 10 processus qui vont traiter. Donc, c'est la définition ici. Alors, on veut 10, 10 traitements parallèles. Donc, c'est ce qu'on a ici. On veut effectuer 10 traitements. On passe l'exécuteur ici. Donc, dans cette liste d'événements, on va les récupérer. Tant qu'il y a des événements dans la file d'attente, dans le event queue, voilà ce qu'on fait. On dit à l'exécuteur d'effectuer l'opération. Et chaque exécuteur va effectuer l'opération. Donc, on va avoir 10 exécutions parallèles de cette partie. Donc là, on rentre, on prend l'événement, vous voyez, on extrait le nœud, extract node resource, on récupère son identifiant, qui est ID, ensuite on vient et on dit process event. Et dans process event, on va voir, voilà, est-ce que l'événement, c'est une création, get type, est-ce que c'est une mise à jour, est-ce que c'est un nœud qui a été supprimé. Donc, en fonction des cas, on va effectuer l'opération. Si c'est une création, on va refaire encore, c'est-à-dire, on va récupérer le contenu,
et on va l'envoyer au module RAG. Donc, c'est cette partie vraiment pour mon besoin qui m'a intéressé. Et c'est ce que je tenais à vous expliquer. Voilà, il y a d'autres parties dans ce module que vous pouvez exploiter. Donc, ça, c'était pour le module de synchronisation. Donc, on va aller, une fois qu'on a envoyé les fichiers à partir du module de synchronisation, on a envoyé au niveau du module RAG. Le module RAG, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contenu, extraire les informations, vectoriser, stocker dans, comme on dit déjà, Elasticsearch. Donc, ça, c'est cette partie. Donc, je vais arrêter là parce qu'on est presque déjà à 1 heure. Et voilà, c'était pour parcourir un peu Alfresco, les modules qui ont été utilisés, Alfresco et le module de synchronisation. Nous allons voir plus tard en détail le module le module RAG, voilà, qui fait la vectorisation et le stockage. Donc, j'espère que j'ai quand même donné un éclairage, voilà, un peu plus. Voilà. Donc, ce sont mes recherches que j'ai effectuées, voilà, et vous pouvez approfondir. Donc, plus tard, nous allons voir surtout la fonction qui permet de faire l'ingestion. Merci à vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais je pense que si vous voulez approfondir, vous pouvez écrire énormément à Alfresco. En tout cas, moi, ils m'ont répondu. C'est ce qui m'a permis de débloquer certaines situations. Voilà. Et j'ai pu mettre en place mon architecture. Donc, merci et à très bientôt.